Le président a parlé. Est-ce que ses propos vont être en mesure de calmer les esprits, de satisfaire les gilets jaunes? C'est avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, que nous sommes ce matin. Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron, j'ai entendu l'alarme sans renoncer. Vous l'avez écouté également. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur le plan général? J'ai trouvé un président complètement hors sujet. D'accord. En fait, d'abord, j'ai trouvé que c'était un discours managérial, avec cette novlangue, toujours trop absolument compliqué dans le vocabulaire. C'est verbeux, c'est fumeux. Voilà, donc je pense que tout ça est très long. On a l'impression qu'il cherche à noyer le poisson, mais surtout, c'est complètement hors sujet. Le président répond sur l'écologie, alors que les Français lui parlent de pouvoir d'achat. Donc il ne rencontre pas les Français avec ce discours. Alors il faut préciser que le rendez-vous à l'origine était fait pour présenter la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc il a parlé du nucléaire, on va en parler d'ailleurs parce que c'est quand même intéressant. Il a quand même apporté des réponses, alors je ne sais pas si elles vont satisfaire les gilets jaunes. Il a dit, bon d'abord on va revoir la méthode. Donc la méthode c'est plus d'imposer, c'est d'organiser des réunions dans les territoires, dans les 3 mois à venir. Ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, la création d'une espèce de TIPP flottante. En gros, en fonction de la fluctuation des prix sur les marchés internationaux, eh bien on fixera le montant du prix à la pompe. Oui, alors il y a plusieurs choses. Sur la méthode, il propose encore la création d'un comité Théodule. Je pense que le Conseil économique et social, dont on se demande vraiment à quoi il finit par servir, il aurait pu très bien être sollicité. Vous êtes pour sa suppression Oui, moi je suis pour la suppression. Tous ces comités Théodule, le comité présidentiel des villes, le Conseil économique et social, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est les réunions locales. Non, mais ça c'est les réunions locales, mais aussi un haut conseil présidé par M. Canfin. M. Canfin, c'est cet obscur secrétaire d'État à l'écologie qui avait refusé de monter dans un avion parce qu'il y avait un migrant condamné pour viol sur mineur qui était expulsé. Donc on voit que tout ça est fait pour satisfaire un certain nombre de copains. Sur la forme, je crois que le président noie le poisson. Et puis sur le fond, la première des choses à faire, je crois que le cliquet d'entrée qu'attendaient tous les Français, c'était de baisser les taxes sur les carburants. C'est pas la peine d'inventer des dispositifs. Oui, mais il veut justement qu'en fonction du prix, parce que là en ce moment justement les carburants sont en train de baisser. Oui, enfin, le prix du baril. Non mais là où il a la main, c'est sur les carburants, c'est sur les taxes sur les carburants, pardon. C'est là ce sur quoi il a la main. Donc il peut augmenter ou faire baisser les taxes sur les carburants. C'est pas la peine de chercher un dispositif. Il fallait d'emblée entrer par cette voie-là et dire aux Français, j'ai compris votre message. Il y aura une baisse des taxes sur les carburants ou une annulation des hausses aujourd'hui et demain. C'est ce que vous entendiez, vous attendiez de lui. Je crois que c'était la première des choses à faire. Qui supprime la hausse du mois de janvier, par exemple. Bien sûr, et des mois à venir. Je pense que s'il n'a pas compris que les Français n'en pouvaient plus, si vous voulez, les Français lui disent on ne peut plus payer notre essence et notre chauffage, il leur répond changer de voiture, changer de chaudière. C'est pas la réponse à apporter. Donc le président, il est vraiment à côté de la plaque, il est hors sujet parce qu'il ne comprend pas les Français. Oui, alors, sauf qu'il dit, il faut quand même... les Français, d'ailleurs, on le voit dans les sondages, l'écologie n'est pas... est une priorité pour eux, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut concilier les deux, donc il leur propose un nouveau contrat social. Alors vous allez me dire que c'est un mot peut-être un peu trop ronflant, mais essayer de concilier, si vous voulez, le pouvoir d'achat des Français et l'exigence de faire des économies d'énergie. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faille faire davantage pour l'écologie. Mais bien sûr, et on a fait un certain nombre de propositions. On a fait beaucoup de propositions là-dessus, que ce soit le développement de la filière hydrogène, que ce soit l'aménagement du territoire, l'isolation. On a fait beaucoup de propositions. Tout ça, évidemment, a été refusé en bloc. Donc le président peut se bercer de mots, un nouveau contrat social. Tout ça, c'est d'une prétention infinie. Derrière, vous ne pouvez pas mobiliser les Français sur l'écologie à partir du moment où les Français doivent se serrer la ceinture chaque fin de mois, quand c'est pas le 15 du mois. Donc les annonces d'aujourd'hui, d'après vous, ne vont pas calmer les esprits? Je crains que ça ne calme pas les esprits. Je crois même que ça aura davantage creusé le fossé qui existe entre les Français et le président de la République. Alors, on va maintenant parler du nucléaire, parce qu'il en est question, et c'est quand même important pour l'avenir. D'abord parce que ça coûte très cher, et deuxièmement, il y a des promesses qui n'ont jamais été tenues. Est-ce que vous, par exemple, au Front National, vous êtes pour la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité dans ce pays de 75 à 50%? Non, pour deux raisons. D'abord, le nucléaire, c'est peu cher, c'est peu polluant, et ça permet... C'est peu cher pour le consommateur. Bien sûr, pour le consommateur. Et ça fait vivre, je crois qu'il y a 220 000 emplois directs en France liés au nucléaire. Donc ça a quand même un certain nombre d'avantages. Mais si c'est sortir du nucléaire pour aller vers le tout électrique, se rendre dépendant à terme de la Chine, par exemple,
exemple, puisque je rappelle que pour le tout électrique, il faut, notamment pour les voitures, eh bien, des matières rares pour pouvoir créer les batteries. Nous n'en disposons pas, donc on va se tourner vers des grandes puissances comme la Chine qui, elle, en dispose. Bref, je crois que sortir du nucléaire pour aller vers le tout électrique est une aberration totale. Donc nous, on n'est pas du tout pour la réduction du nucléaire, on est pour un accompagnement du nucléaire, sa sécurisation, etc. Mais on n'est pas pour la sortie du nucléaire. Il a prévu ou il a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici à 2035. Oui, je crois que c'est une erreur. Alors, il est un peu... C'est plus raisonnable quand même que ce que promettait... D'accord. Alors, il est un peu en recul sur ses engagements. Ouais. Oui, le président, il est en recul. D'ailleurs, il a reculé sur d'autres choses. Sur les péages urbains, nous, on avait demandé, les députés du Rassemblement national, avec le sénateur Ravier également, on avait demandé qu'on arrête les péages urbains. Je vois qu'il n'y aura pas de péages urbains. Ils ont reculé sur ça. 14... Et alors, Fessenheim, les 2 réacteurs de Fessenheim fermés d'ici à 2020. Écoutez, c'est l'engagement du président de la République. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne direction dans laquelle il faille aller. Est-ce que ça va avoir des conséquences sociales, tout ça? Évidemment. Évidemment, tout ça aura des conséquences sociales parce que les emplois existants, les emplois induits, les emplois qui dépendent du nucléaire, il va bien falloir accompagner la sortie de Fessenheim par la sortie de ces emplois. Donc je crois que le président nous balance ça comme ça au milieu du jeu. A-t-il réfléchi au fait que derrière il y a des hommes et des femmes? J'ai le sentiment que tout ça le préoccupe assez peu. Vous étiez sur le terrain samedi avec les Gilets jaunes? Oui, bien sûr. Ouais. Alors vous avez vu des séditieux? Est-ce que vous avez vu des relents de peste brune? Est-ce que vous avez vu ça? Moi, vous savez, j'ai pour principe de jamais insulter mes adversaires politiques et entendre le président, entendre surtout le ministre de l'Intérieur et M. Darmanin, ministre des Comptes publics, insulter des Françaises et des Français. Ils ont surtout pris à partie le ministre de l'Intérieur, Mme Le Pen, en disant que c'est Mme Le Pen qui a envoyé ses troupes. Ils se sont couverts de ridicule. Le Figaro, je crois même, a sorti un article disant qu'il n'y avait pas eu un seul type fiché à l'extrême droite. Ni à l'extrême gauche, d'ailleurs. Oui, non, mais voilà, fiché parmi les personnes interpellées. Donc on imagine que les casseurs qui sont venus étaient plutôt des espèces de racailles et de voyous qui sont introduits dans les manifestations. Donc ils ont voulu faire peur, ils ont voulu jouer sur les peurs des Français et ils ont insulté des Français, des honnêtes citoyens, des hommes et des femmes qui n'ont jamais manifesté de leur vie, des parents, des grands-parents qui venaient, ils les ont traités de tous les noms, ils les ont malmenés et je crois que c'est vraiment pas, ils se sont pas montrés très grandis en sortant de cette manifestation. Est-ce que vous voyez beaucoup de sympathisants du Rassemblement national parmi ces gilets jaunes? Oui, évidemment. Vous en croisez? Évidemment. Dans le Nord, mais aussi partout en France, j'ai vu que les sympathisants du Rassemblement national, parce que c'est le discours que nous portons depuis longtemps, on a été les premiers à dénoncer cette France des oubliés. Vous essayez de faire de la récupération politique? Non, mais ça, vous savez, la récupération, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas. Il n'y a pas de raison de faire de la récupération. Nous, on a un discours. Et on a un discours qui est cohérent et qui est ancien. Parce que lorsque Marine Le Pen était la première à dénoncer la France des oubliés, cette France de la périphérie, cette France de la ruralité, qui voyait les services publics disparaître, qui voyait ses moyens de transport disparaître, qui voyait la métropolisation capter toutes les richesses vers les grandes villes, à l'époque, on l'a moqué. Ah bah oui, Marine Le Pen, elle défend les petits. Oui, bah oui. Nous défendons non pas seulement les petits, nous défendons celles et ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser et qui n'ont plus les moyens de vivre convenablement de leur travail. Sébastien Chenu, comment ça va se terminer ce mouvement? Je ne sais pas comment ça va se terminer. Si les propos du président de la République, on ne le sait pas encore, on peut préjuger de rien, ne calment pas les esprits. Moi, je ne suis pas Madame Irma. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, mais je crois qu'Emmanuel Macron va au-devant de graves déconvenues, car il est en déconnexion totale avec les Français. Il n'est plus connecté du tout à la réalité sociale de ce pays. Les Français lui disent qu'ils ne peuvent plus supporter de taxes, et il les renvoie à des débats fumeux dans les départements, il faut arrêter de dire aussi les territoires, cette novlangue insupportable. On ne sait pas si ce sont les départements ou les régions. Dans les départements et les régions, on a des structures qui existent, des départements, des régions, utilisons-les et parlons-en, et les communes. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je crois que Emmanuel Macron, si à un moment il n'atterrit pas, s'il ne descend pas de son Olympe, tout ça se terminera très mal pour lui. Alors, il y a les européennes dans quelques mois maintenant. Est-ce que, ça y est, vous êtes en ordre de bataille? Oui, nous sommes en ordre de bataille. Notre tête de liste sera dévoilée probablement en janvier. Janvier Ça sera oui, qui, probablement. Marine Le Pen se chargera de le ou la présenter. Vous auriez aimé que ce soit elle? Écoutez, moi j'aurais aimé que ce soit Marine Le Pen, mais elle est députée nationale. Et elle a fait le choix d'aller au bout de ce mandat de parlementaire du Pas-de-Calais qu'elle aime. Au Rassemblement national, aurait souhaité que ce soit elle. Parce qu'elle est très populaire, parce que Marine Le Pen attire à elle, aimante à elle, beaucoup du peuple de France. Donc c'est vrai, mais elle est de tous les combats et elle a souhaité, cette fois-ci, ouvrir largement notre liste. Pourquoi Louis Alliot s'est retiré? Parce que Louis Alliot va se concentrer sur la conquête de la ville de Perpignan, qui en a bien besoin, et on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. D'accord. Alors,
alors vous dites ouvrir, mais vous avez bien du mal à ouvrir, parce qu'on le voit, Monsieur Dupont-Aignan, il veut pas aller avec vous. Vous ouvrez avec qui? Alors ne soyez pas trop impatients. Il y a déjà des noms qui ont circulé dans la presse. Je pense à Thierry Mariani ou à Jean-Paul Garot. Ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est sûr, ils vont venir, eux. Ah bah écoutez, vous leur demanderez, mais ce sont eux qui annonceront ce qu'ils auront envie de faire. Je crois que ces noms ont circulé. En tout cas, nous leur avons dit qu'ils étaient les bienvenus. Et je crois qu'ils ont indiqué qu'ils souhaitaient travailler avec nous. Ça devrait pouvoir se rencontrer au bout d'un moment. On saura tout ça au mois de janvier? Oui, bien sûr. Il ne faut pas être trop impatient. Vous avez vu que chez les autres, que ce soit les Républicains, que ce soit M. Mélenchon qui vient de perdre sa tête de liste, ou que ce soit M. Macron, personne n'a désigné ni sa tête de liste, ni ses candidats. D'accord. Sur quelle ligne alors? Il ne s'agit plus de sortir de l'euro maintenant. Il s'agit de construire l'Europe des nations. Ben oui, le jeu a un peu évolué. Aujourd'hui, on s'aperçoit que partout en Europe... Il a évolué parce que vous avez échoué aussi. Non, dans le discours. Parce que partout en Europe, les choses ont bougé. Demain, nous allons peut-être devenir majoritaires au Parlement européen. Je dis nous, c'est-à-dire celles et ceux qui défendent une Europe des nations. L'équipe de Salvini, nos amis allemands, nos amis autrichiens, nos amis hongrois, etc. Vous êtes tous d'accord entre vous, là? Ah, mais nous sommes d'accord pour construire une Europe des nations, dans laquelle chacun mène la politique qu'il souhaite dans sa propre nation, des nations libres, indépendantes, qui travaillent entre elles. Et donc, si nous devenons majoritaires, tout change. La Commission ne pourra plus nous imposer. Ah oui, je crois que nous pouvons devenir majoritaires. Minorité de blocage, peut-être. Ou avoir une minorité de blocage. Voilà. C'est combien la minorité de blocage? Écoutez, je n'ai pas en tête les chiffres de parlementaires européens. En France, on en envoie 79. On en envoie un peu plus en Allemagne et moins dans les autres pays. Mais on peut arriver avec un groupe absolument énorme et donc faire changer radicalement la Commission et les règles du jeu. Donc c'est la fin de l'Europe. C'est pas la fin de l'Europe, c'est une autre Europe. Vous savez, une histoire, ça se construit. C'est comme l'histoire des êtres humains. Ça change, c'est vivant. On peut prendre plusieurs directions. Et enfin, on peut prendre une autre direction. On est avec Sébastien Chenu ce matin qui nous parle bien des propos du président de la République qui l'ont guère convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Le député du Nord du Rassemblement national. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour. Alors première question de Deux au Presso nous dit qu'attendent les élus RN pour revêtir un gilet jaune? Est-ce que ça peut arriver? Alors nous ne l'avons pas fait en tant que tel. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Non, mais parce que sinon nous aurions immédiatement accusé de récupération. J'imagine si j'avais mis un gilet jaune immédiatement. Donc vous l'avez jamais revêtu, vous? Moi je ne l'ai pas mis volontairement. Il est dans ma voiture sur mon pare-brise, proche effectivement de celles et ceux que je rencontre. Mais je ne l'ai pas mis parce que sinon j'aurais été immédiatement accusé de récupération. On sait qu'on ne nous passe pas grand-chose. Donc voilà. Nous les avons soutenus, nous continuons de les soutenir, nous étions présents. C'est à la discrétion des élus, ils peuvent le mettre ou pas? Oui, voilà, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'y étais en tant que citoyen, j'y étais en tant qu'individu, j'y étais pas en tant que député. En tant que responsable politique, je soutiens les revendications des Gilets jaunes, mais surtout, j'essaye d'apporter des solutions. C'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Marion Maréchal était sur les Champs-Élysées, vous le saviez ça? Mais Marion Maréchal n'est plus élue et elle ne fait plus de politique, elle y était en tant que citoyenne, et je crois que c'est plutôt sympathique. Elle est encore adhérente au Rassemblement national. Question qui revient assez souvent, qui est revenue encore une fois dans le chat. Aaron nous dit quand est-ce qu'on arrête les retraites et compagnie est au plein pour anciens présidents, ministres, et d'autres nous disent aussi quand est-ce qu'on réduit le train de vie de l'État, des députés, des sénateurs. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes favorable? Ça revient souvent. C'est une vraie question, le train de vie de l'État. Vous savez, j'ai vu que Mme Macron avait demandé 500 000 € de vaisselle nouvelle. On avait eu le coup de la piscine cet été, mais ça etc. fait travailler quand même la manufacture de Sèvres. Mais il y a des symboles. Il y a des symboles. C'est pas pour elle en plus, c'est pour non mais d'accord, mais patrimoine de l'État. Vous voyez bien que c'est très mal vécu par les Français qui se disent est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça? Donc il y a des symboles en politique. Je crois que l'État doit vivre plus modestement. Les déplacements des ministres doivent peut-être être et du Premier ministre. Et les parlementaires. Oui, les déplacements des parlementaires. Vous savez, moi je fais tous mes déplacements en train. Donc mes déplacements en train, ils sont pas polluants. Ils sont finalement assez peu coûteux. Soulis nous dit pourquoi ne pas au contraire, il rebondissait sur vos propos, ne renforcer notre filière nucléaire en travaillant sur le traitement des déchets, nous dit-il. Oui, on peut travailler évidemment sur le traitement des déchets. Je pense que renforcer la filière nucléaire, c'est une voie intéressante parce que c'est non polluant, je l'ai dit, parce que ça avait un coût plus faible pour le consommateur. Donc c'est l'opposé de ce que propose Emmanuel Macron. Mais je crois qu'il n'y a pas que la filière nucléaire. Il faut essayer d'aller plus loin. L'hydrogène mobilise à peu près 100 millions d'euros du budget de la France cette année. C'est extrêmement faible. Il faut aller beaucoup plus loin à la recherche sur l'hydrogène. Et quand je vois que le président veut multiplier les éoliennes, il nous trouvera sur son chemin d'ailleurs. Et donc il va utiliser
utiliser l'argent des Français pour multiplier les éoliennes, dont on sait que c'est coûteux et que ça défigure Vous êtes globalement. anti-éolienne ? Oui, nous on est très hostiles aux éoliennes, on l'a été Terrestre de tout comme temps. maritime, oui, les deux. les fonds marins sont très abîmés, les paysages sont détériorés, mais le président a décidé de mobiliser 7 milliards, je crois, pour les éoliennes. Oui. Moi, j'aurais préféré qu'il les mobilise Pas sur l'hydrogène. Sur les énergies renouvelables. Oui, en Passer tout cas, de 5 avec, à 8 avec milliards une par an. part importante pour les éoliennes. Autre question. Certains nous se demandent pourquoi, se déclarant de l'opposition, vous n'avez pas engagé l'article, alors ils vont loin, 68 de la Constitution, au vu des manquements graves du gouvernement actuel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, Macron démission, Macron démission. Est-ce que vous pensez que ça puisse arriver ? Alors, j'ai été saisi de nombreuses fois par de nombreux de nos compatriotes sur cet article 68 de la Constitution auquel je me suis intéressé évidemment. Cet article n'est pas utilisable en tant que tel. Les conditions ne sont pas réunies pour organiser une destitution du président et ensuite il devrait y avoir un vote qui est à la majorité des deux assemblées. On est loin de tout cela puisque les oppositions dans les deux assemblées ne réussiraient pas majoritairement à destituer, en tous les cas à voter pour une destitution du président de la République, donc ça ne marche pas. Dernière question. Dernière question. C'est Marie-Christine qui nous dit quelle proposition aurait dû faire M. Macron dans l'immédiat selon vous ? Quelle réponse il aurait dû apporter ? Je l'ai dit, je crois que la première des choses, elle était symbolique, mais pas seulement, elle touchait le portefeuille des Français, c'était de dire « nous nous opposerons dorénavant à toute nouvelle taxe sur les carburants ». C'était la première des choses et sincèrement, je crois que les Gilets jaunes et beaucoup de Français attendaient cela avec impatience, dire « allez, on arrête sur les hausses de taxes ». Le président a dit l'inverse, il a dit « on continue sur les hausses de taxes ». Je pense qu'il ne comprend pas les Français. C'était Sébastien Chenu qui était dans nos studios ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes que Jérémy Pontieux a posées pour vous. Et à demain, si vous le voulez bien.